Né sous X, l'amour, notre plus grande puissance de guérison, par Loïc Adrien Guérin. Je vous présente un ouvrage, une autobiographie de mon début de parcours de vie, l'amour, notre plus grande puissance de guérison. À ma grande famille, à maman, papa, Natacha et Mimi, à Mélinda, à ma fille Fanicia Guérin et aussi au sacré et à l'humanité. J'avais besoin d'écrire mon histoire dans l'espoir d'aider, dans la mesure du possible, les familles qui ont, en partie, le même chemin de vie, voulu ou non, celui de l'adoption. Enfants en questionnement bien sûr, mais aussi parents, familles et proches sensibles qui s'intéressent de près ou de loin à cette souffrance, car il est bien question de souffrance indépendante de notre volonté. De contribuer avec mon récit à apaiser des esprits tourmentés par cet état de fait. Cette histoire vécue, mon histoire, raconte mes sentiments, mes émotions, mes questionnements, mon chemin de vie, mes ressentis et apporte, je l'espère, un éclairage sur les connaissances essentielles et pourtant oubliées dans le monde moderne d'aujourd'hui. Illustrée, imagée et symbolique, mon histoire est une histoire pleine d'espoir, mais aussi une histoire première, une histoire d'amour. Cette quête faite de solitude qui me fit si peur, j'ai décidé de la prendre par les cornes pour la dompter. Cette décision prise, j'ai découvert mes ressources, des ressources infinies où mon âme a pu se libérer. Après cette marche sinueuse, je me donne le droit, le nomade, le rêveur, l'artiste, le visionnaire, de vivre en harmonie avec cet être, celui que je suis aujourd'hui. Je me suis trouvé. Grâce à cette épreuve, j'ai appris pleinement conscience de mon être, de ma conviction, de ma force, de ce don de créativité qui s'est révélé. Sur la voie de la guérison, la digestion de tant d'événements est à son apogée. Citation. Une de nos plus grandes faiblesses est de ne plus croire. De la création à l'identité. Cette fusion que l'on essaie tant bien que mal d'imaginer entre un fils et sa mère durant les 9 mois passés dans son ventre, quelle est-elle vraiment? Une mère qui met au monde par reconnaissance, par amour et pourtant. Une naissance sous le secret, ce 12 juillet 1986 à Saint-Denis de la Réunion. J'entre dans ce monde ouvrant mes yeux innocents sur ce qui m'entoure. En quelques secondes, l'on me nettoie, m'apporte les premiers soins, je pousse un cri de vie. Et vient cette séparation soudaine, pour éviter l'attachement, cette épine qui restera à jamais dans ma mémoire avec laquelle je vais devoir apprendre à vivre. 9 mois passés, immergé dans l'invisible, dans ce liquide à percevoir des sensations, à entendre des voix qui me deviennent familières. Après l'ombre, la naissance, cette lumière de vie, que l'on reçoit de plein fouet et qui nous surprend. Étape clé car c'est le grand moment où la graine devient un corps entier. Placé à la pouponnière de Saint-Denis, mes premiers mois ont été sous sa responsabilité. Mon avenir dépend de ces dames, ces mères d'enfants abandonnées ou placées, ces deuxièmes mères qui me surnomment le petit Bouddha parce que j'ai un grand appétit, un double menton et des formes bien rondes. Elles me donnent le prénom de Loïc et le nom d'Adrien. Première identification de vie, une des plus importantes, mon prénom, qui comme chaque être humain me caractérise et me rend unique. 5 mois plus tard, je suis adopté. Je suis attendu depuis un long moment déjà dans une famille de l'ouest de la France, par un homme, mon père, miraculé très jeune dans son enfance par Padre Pio, qui le guérit d'une polio qui lui paralysait le cou et un bras à l'âge de 3 ans, et par une femme, ma mère, forte de volonté, ne pouvant avoir d'enfant. Ils avaient fait tous deux le choix de l'adoption. J'entrais donc dans une famille complète avec une grande sœur de 3 ans, plus qu'heureuse de le devenir. Je faisais l'acquisition d'une identité de filiation et de cœur. Désormais, je suis Loïc Adrien Guérin, fils de Jean-Yves Guérin et Corinne Guérin et frère de Natacha Guérin. L'adoption est une affaire de coïncidence, de patience, d'attachement, d'identification et d'affection. Il s'agit de la rencontre entre des êtres différents qui ont un besoin incontestable l'un de l'autre. L'œuvre du destin qui simplement nous réunit pour la vie. L'amour d'enfance. Départ pour une nouvelle terre, la métropole, en janvier 1987. Sous un décor enneigé, je rencontre ma famille du Maine-et-Loire. Je découvre ma nouvelle habitation, une ancienne maison de famille proche du centre-ville, une demeure pleine de souvenirs et de vécus.
À l'époque, mon grand-père paternel, maréchal Ferrand, ancien compagnon du devoir, avait construit sa forge dans la cour. Ma grande-tante Raymonde, couturière, vit au rez-de-chaussée. Accueilli dans l'amour, j'évolue autour de valeurs, de traditions qui me permettent de trouver équilibre et stabilité. Chaque jour, nous allions, moi et ma sœur, en passant par le jardin, rendre visite à Raymonde en bas. Elle s'occupait de nous comme ses enfants. Vivant seule, elle était heureuse de faire partie de cette vie de famille. À 5 ans, je commence des activités sportives et musicales, le judo et le piano. J'apprends le dessin avec Daniel, mon grand-père paternel, doué en peinture. Tous nos dimanches avant midi, nous rendons visite aux grands-parents au coin de la rue Saint-François, autour d'un apéritif à discuter de la semaine passée. Mon grand-père m'inculque sa vision d'artiste. Je passe mes après-midi assis dans la cuisine à faire des croquis. Je me souviendrai toujours des natures mortes faites de différents objets de cuisine que je devais dessiner. Il avait une grande croyance dans le Saint-Esprit. Cet homme de foi reste gravé en moi. Aujourd'hui, il nous a quittés. Avec le cœur, il m'a légué son matériel de peinture, sa passion. Au printemps, je découvre le jardinage avec ma mère qui prend ce temps de plaisir par amour de la nature. Nous adorons contempler ce jardin rempli de fleurs avec tous ces insectes, ces oiseaux qui s'y reproduisent chaque année. À explorer cet écosystème et ses habitudes de vie. Ces couples de pigeons apprivoisés qui suivent leur cycle au fil des saisons et des années, l'évolution suit son cours. Chaque mercredi, j'accompagne mon père dans notre verger et continue l'observation de ces cycles naturels, des arbres qui portent leurs fruits, de bonnes cerises que l'on ramasse par plein panier en été, et ce potager qui nous produit tant de bons légumes. En dehors de ma scolarité, je suis mon père dans son quotidien. Il m'apprend de nombreuses choses et prend le temps de m'expliquer ses connaissances. Je me souviens des sorties le week-end à Montreuil-Bellay avec grand-père où on allait à la pêche en famille, en bordure du Touet, bras de la Loire, en face du château. Il adorait ce coin paisible, le plaisir de prendre de gros poissons-chats qu'il adorait cuisiner, aussi fins que l'anguille. Je vis de bons moments en famille l'hiver, au chaud, devant la cheminée à faire braiser les châtaignes ramassées en forêt la journée même, en regardant la télé, des émissions que la famille affectionnait. Souvent le soir, ma mère me conte de longues histoires avec tendresse. Dans ces moments de repos, au calme, je la sollicite pour des câlins et des massages. L'envie de massage est née grâce à Jouk, amie de cœur de ma mère, une femme de lumière, masseuse, ex-prof de lettres, originaire de Genève en Suisse. Elle venait tous les ans nous rendre visite et nous faire profiter de son don qui ressource le corps. Quel bien cela nous faisait! Ce qui m'a surpris chez cette femme, c'est son sourire éternel, son aura radieux dont elle ne se déparait jamais, ce bonheur de vivre et de pleinement profiter de la nature. Selon son souhait, ses cendres aujourd'hui sont dans les airs, dans ces montagnes. Ces auteurs de recueillement baignant dans l'air pur, l'éther, comme Platon l'a nommé 300 ou 400 avant Jésus-Christ, où elle s'est élevée dans le corps céleste. Une complicité réussie par l'amour de ma mère qui a appris à faire face aux aléas de l'adoption. Transformation d'une colère, celle de ne pouvoir procréer, en dévouement, amour et protection. J'ai eu cette chance, nourrisson et jeune enfant, d'avoir cette référence maternelle. Même si la notion d'attachement varie d'une histoire à l'autre, cette référence maternelle est essentielle. Des parents présents autant dans les bons moments que les plus difficiles. J'évolue dans la joie de vivre. Citation. La famille est un lieu riche en relations amoureuses. La souffrance de la séparation est désormais bien endormie. Mon épine est toujours présente, mais bel et bien anesthésiée, grâce à une stabilité, un équilibre et surtout grâce à cet amour que mes parents me portent. Avec la maturité, je remarque que toutes ces activités sont des thérapies, un retour aux sources de l'homme. Le travail manuel, musique, dessin, le rapport avec la nature, la plantation et la manipulation de la terre. Car nous venons tous de cette terre pour un jour y retourner. S'évader dans une activité libre de création est un moyen pour moi de me reposer, de m'évader dans ce que notre Créateur nous a donné. Comprendre, apprendre cette vie qui nous entoure. Aujourd'hui, l'essence même de l'âme se perd dans des actions qui nous éloignent, voire nous coupent de l'essentiel. Je vais régulièrement voir ma marraine, Jacqueline Grenouillot, qui habite à 2 pas de la maison, rue de la Sirène, amie et confidente de ma mère elle aussi. Elle fait partie prenante de mon enfance. Jacqueline est très active au sein de la paroisse et s'occupe du catéchisme. Elle m'inculque des valeurs profondes d'espérance. Je me souviens de ces moments où elle me fait vivre avec tant de compassion des messages de paix et d'amour des saintes écritures.
J'affectionne particulièrement la vie de saint François d'Assise. Je visite un grand nombre de lieux spirituels de la région et un amour naît pour l'histoire des bords de Loire et de ses divers monuments de l'âge de pierre à aujourd'hui. Ces maisons sous terre creusées dans la roche de Falun, ces vieux manoirs et châteaux en pierre de tuffeau longeant les bords de Loire, ces coteaux et ces moulins entre les cours d'eau du Touet et du Léon et ces paysages verdoyants. À Douai-la-Fontaine et les environs, la pierre est en falin, une roche sableuse et coquillère gorgée de souvenirs, débris de sédimentation de couleur jaune ocre donnant un charme unique au paysage. La mer jadis, en se retirant, a laissé sa trace, son passage, sa mémoire, ses souvenirs dans le sol. Grâce à l'exploitation du sous-sol, l'homme a donné vie ici en utilisant ce falin rempli d'histoire. L'homme en a fait son habitat, ses caves, de multiples lieux sous terre qui remontent jusqu'à l'époque carolingienne en l'an 900. Je vis de merveilleux moments de vacances entre les premières chaleurs du printemps et celles d'été. Ces moments de camping en famille, les pêches en bord de mer avec ma tante Bernadette et mes cousins, palourdes, crevettes, pignons et couteaux, quelle pêche et quelle équipe, nous en faisons des bons festins. Souvent il fait beau soleil pour fêter mon anniversaire en juillet. Nous préparons un grand repas à la maison et déjeunons à l'ombre de notre grand pommier dans le jardin. Dans l'amour, je profite d'une petite enfance faite de bonheur simple. Comme tout enfant adopté, j'ai eu l'occasion de demander pourquoi adopter, sans vraiment comprendre. Nous avons tous des questions qui font surface à un moment donné de notre existence. Souvent, nous n'avons pas de réponse. Les parents adoptifs, pas plus que moi. Mais il est important d'être rassuré, d'expliquer et de communiquer sur des principes de destin, de chance et de devenir. À l'adolescence, j'arrête le basketball pour faire de la danse d'art de rue à la MJC de Saumur. Cette danse me plaît par sa liberté créative et me permet de m'évader en inventant, en innovant encore et encore. J'aime ces soirées organisées le week-end à se regrouper pour danser, voir des danseurs d'ailleurs et leurs progrès. Je m'intéresse aussi à l'astronomie et m'achète une belle lunette avec mon premier salaire gagné en travail saisonnier. Le ciel et ses étoiles m'intriguent et j'éprouve un désir d'en connaître plus sur l'inconnu de la vie. Toujours à m'occuper, je n'arrête pas à la découverte, convaincu par l'importance d'en connaître toujours davantage, de parfaire ses connaissances. Avec mes parents, je continue d'apprendre médecine douce, psychologie, botanique, histoire, etc. Je me construis à travers toutes ces expériences. L'amour conjugal et paternel. En 2005, après quelques petites aventures, c'est le coup de foudre. Je tombe amoureux de Melinda qui est d'origine portugaise. Nous emménageons dans une maison et avançons comme tous les petits couples. Nous créons ensemble nos projets professionnels et autres et construisons notre avenir. Nous nous découvrons des passions communes et menons un chemin de vie paisible à profiter du rythme de la vie que nous nous donnons entre voyages, sorties, moments romantiques. Bien sûr, il y a aussi les aléas, les disputes et les désaccords, mais ce sont surtout nos moments d'amour où nous apprenons l'un de l'autre, ces gestes qui témoignent du soin que l'on porte à l'autre, qui ne laissent planer aucun doute sur ce qui émane de notre couple, un véritable amour conjugal. Au bout de 6 années de bonheur, nous décidons de fonder notre famille, l'amour d'une vie, cette flamme qui fera naître Phannicia Guérin le 11 septembre 2011. Changement brutal, moi, jeune homme, je deviens père. Cette naissance fut un déclic, une véritable transformation de et dans mon être. Ma semence de vie, ma fille, je change de rôle. L'amour paternel, secret. En même temps, nous vivons l'annonce d'une maladie chronique de Melinda, ma compagne. Cette souffrance m'amène au questionnement. Je commence à changer ma vision sur la vie, ma vision du monde, et ma conscience évolue. Une étincelle en moi me fait appel, un besoin de changement personnel et professionnel s'éveille. Je n'ai jusqu'à présent aucun besoin réel de retrouvailles avec ma famille biologique. Néanmoins, au fil du temps apparaissent des signes qui ne trompent pas. Des signes de tristesse, que je n'arrive pas à analyser ni à contrôler, me perturbent. Par moments, j'arrive à les évacuer. Ma mémoire corporelle, cette mémoire de mes origines se manifeste. Mon moi veut s'extérioriser. Découvrir mon moi, ce moi que j'avais oublié sans pour autant le vouloir, ce moi qui me constitue en partie, ce moi qui coule dans mes veines. Je me demande pêle-mêle, est-ce important d'ôter de ma mémoire cette épine endormie? Elle semble devenir de plus en plus douloureuse. Pourquoi? Pour quelles raisons tous ces changements en moi?
Peut-être parce qu'il me faut régler mes souffrances enfouies pour que je puisse me comprendre, et ainsi gagner en maturité pour devenir un bon père. Le moment est venu pour moi de grandir. La quête de sens, l'importance de savoir, de connaître mes origines se font sentir. Aujourd'hui, je sais que ce sont les souvenirs non conscients qui reviennent et me perturbent. Cette période de remise en question, de réflexion, de méditation est le commencement de l'ascension d'une colline méconnue qu'il me faut arpenter, gravir pour trouver des réponses à mes interrogations. L'étoile. Entre-temps, mon cousin Jérémy rencontre une fille de La Réunion. Par amour, il décide de la suivre dans son pays pour y vivre en 2014. Connaissant déjà cette belle île lors d'un de ses voyages, il n'a pas hésité une seconde. Cela va faire 6 mois que Jérémy est parti. Ma tante Bernadette, sœur de mon père, souhaite aller voir son fils sur l'île et m'invite pour ce voyage. Pour moi, une occasion de voir ma terre, mon île. J'accepte donc cette belle opportunité qui me tombe du ciel. Laissant les choses se faire sans trop m'en soucier, ma tante me communique la date du départ. Nous partirons le 10 janvier 2015. Quel signe frappant! Le 10 janvier 1987 est le jour de l'arrivée à la pouponnière de ceux qui allaient devenir mes parents. Je commence à réfléchir plus sérieusement à mes origines, ma naissance, ma famille biologique. J'y songe, tout cela me travaille. Je suis alerté par mes parents sur le fait que je vais probablement réveiller un souvenir douloureux. Je prépare mon voyage, non sans mal, mais avec une certaine sérénité. Je pars avec quelques adresses que mes parents ont pris soin de me préparer, adresses des dames de la pouponnière de l'époque de ma naissance maintenant retraitée. Sachant mon départ pour l'île, je souhaite avoir des informations sur mon dossier d'adoption. Après un premier contact par courriel sans réponse au service concerné à la DAS, maintenant la 10, je décide d'appeler. Mon appel est renvoyé vers le standard d'accueil. Après plusieurs rappels vains, on m'informe que la responsable de ce dossier est actuellement en vacances pour 15 jours. En attente, je renouvelle mon appel début décembre. Renvoyé une nouvelle fois vers le standard, on m'explique que la conseillère habilitée à répondre à mes attentes est désormais en arrêt maladie pour 1 mois. L'histoire s'engage mal. Dans moins d'1 mois, je serai déjà rendu sur place, et pour peu de temps. Je me demande alors si ces démarches sont bonnes pour moi, ou simplement si je suis prêt à surmonter les révélations qui pourraient m'être faites. Au stade 0 dans mes démarches, pour parvenir à ce que mon dossier soit ouvert 48 heures avant mon départ, je m'en remets au Très-Haut. Dieu, j'ai une entière confiance en ce que tu as prévu pour mon destin. Je pressens qu'une grande page va se tourner dans mon existence d'homme d'ici les prochaines heures, pendant et après ce voyage. Je commence à réaliser que notre inconscient est vraiment profond, que sur ce sujet, la connaissance de l'humain est aujourd'hui encore très superficielle. Me découvrir, savoir qui je suis, voilà mon souhait pour ce voyage. Suivre mon destin, c'est aujourd'hui. Cette étoile qui s'est posée sur ma route n'est autre que le début de mon accomplissement. L'île aux 1000 ressources. Le départ fut tranquille, sans tension ni stress. Je regarde par le hublot. Rapidement, je reconnais l'Italie. Ça y est, nous ne pouvons plus faire machine arrière. Le vol se passe avec envie, une envie de rencontre. La rencontre avec cette terre que l'on m'a dite fabuleuse et pleine de vie. Après plus de 10 heures de vol, je me mets les pieds sur ce caillou. Le caillou est le nom communément donné à l'île. Je prends une grande bouffée d'air après être sorti de l'avion. Difficile de dire la sensation exacte, mais c'est une sensation unique de plaisir, une sensation de « enfin, j'y suis », comme si j'attendais cela depuis très longtemps. En plus de cette joie, assister au bonheur de ma tante et de mon cousin de se revoir me réjouit. J'ai 15 jours pour découvrir mon île. C'est peu, mais quel cadeau! Je m'aperçois que ma mémoire non consciente attendait ce moment. J'ai remarqué l'importance de la relation âme, corps et esprit à cet instant précis. J'ouvre grand les yeux pour graver l'image de ce moment dans mon esprit. Je me rends compte de mon amour pour la nature de cette île, du goût que j'ai de ses couleurs. Toutes les minutes, je me rends compte de choses qui sont en moi et qui coulent dans mon sang, comme si elles m'étaient familières. Je prends conscience que la mémoire n'est pas seulement dans notre tête, mais qu'elle est ancrée dans notre corps. Je suis comblé de me retrouver. Une chose est certaine, c'est que l'on ne m'a pas menti, ce caillou au milieu de l'océan Indien est plus que fabuleux. Nous sommes hébergés chez Jérémy et Julie à l'Étang Salé.
À 6 heures ce premier matin, c'est déjà le grand jour sur l'île. Les coqs chantent déjà depuis 1 heure. Je me dirige vers la fenêtre de l'étage et c'est l'émerveillement. Que cette nature est luxuriante et splendide dans cette lumière du matin, ces arbres fruitiers tropicaux et ces habitations typiques. Le premier jour, on visite la famille de Julie pour le plus grand bonheur de Bernadette qui fait la connaissance de la belle famille de son fils. Et les plantes sont superbes, ces aloés gigantesques tout au long des routes et toutes ces variétés de palmiers, yucca, cactus. Ces grandes plantes et tous ces arbres exotiques. Je prends des photos et ne rate rien. La nature est tellement belle, son équilibre est si parfait que nous devons nous en imprégner, nous en rapprocher, nous en inspirer afin que nous puissions nous aussi connaître l'harmonie. Devant toutes ces merveilles, je souhaite vraiment revenir avec ma petite famille pour leur faire découvrir ce bout de terre paradisiaque. Visite de l'étang salé et de ses hauteurs avec son sable noir. Son littoral est spécial avec les vagues qui s'étendent en douceur pour embrasser ces falaises noires de lave. Par des mouvements d'engouffrement, l'eau change infiniment de couleur, passant de bleu azur à blanc. Par les courants se succèdent des nuances lumineuses de vert transparent et des dégradés de couleur émeraude. Des sensations uniques de force tout en douceur. Des odeurs marines épicées se joignent à cette magie. Des ressentis simplement uniques. Dans ces eaux claires, je regarde les poissons nager et vivre à mes pieds. Ce troisième jour, mardi 13 janvier, je vais essayer de contacter ces dames, si toutefois elles pouvaient m'aider dans ma quête. Je décide de contacter sœur Gisèle, son nom de prieuse, ancienne sœur qui a été conviée à quitter son ordre pour élever ses neveux orphelins. Elle m'invite à me mettre en relation avec son ancienne collègue de la DAS et grande amie Sylviane qui me propose une rencontre chez sœur Gisèle dans la ville de Tampon pour échanger et déjeuner ensemble en compagnie de leur amie Ginette. Un espoir naît de cet entretien. Il serait peut-être possible de recueillir des informations sur mes origines avec une certaine Madame d'Amour. Comme tous les soirs, mon psyché travaille. Je m'interroge à savoir si ma mère biologique est toujours vivante. Peut-être l'avons-nous déjà croisée, elle ou sa famille, au coin de la rue. J'imagine, je songe, je garde la foi, cette croyance véritable qui fait partie prenante de notre vie, l'ouverture du cœur pour accueillir. Aujourd'hui, j'ai pu admirer les ravines le long de la côte, ce paysage verdoyant unique où s'écoule l'eau des hauteurs pour se jeter dans l'océan Indien. Je me suis baigné dans la mer, savouré sa clarté, observé la vie sous-marine, les coraux, les poissons colorés, les loges de mer. L'eau n'est pas la source de la vie, elle est la vie. Par cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry, je mesure combien la mer est vivante, porteuse de la vie depuis son origine, antérieure à celle des terres. Elle est l'essence même de l'homme et dans nos veines coule de l'eau de mer. Nous devons cette découverte à des visionnaires René Quinton et Jean Jaricot à la fin du XIXe siècle qui ont prouvé la similitude entre le plasma sanguin et le plasma marin. L'eau de mer a des vertus thérapeutiques. Explorés en profondeur, ils ont démontré que l'eau de mer est une substance vivante, assimilable, nutritive, curative et reconstituante de la vie humaine. La source d'eau de l'île est ici une eau pour se ressourcer, pour ressentir et admirer la puissance par nature de l'eau, ses bords déchaînés et ses lieux apaisants exprimant toute notre nature de fonctionnement d'homme. Lors de la visite du musée d'histoire de l'île Bourbon, Réunion, très enrichissant sur le plan culturel, je découvre pas seulement l'histoire de l'île mais aussi la mienne, celle de mes racines et la souffrance qui a construit la vie ici. Le travail des esclaves dans les exploitations de canne à sucre et de café. Je découvre dans le grand salon de réception de cette demeure coloniale familiale une gravure antique, Levasseur de la Réunion, racontant l'histoire coloniale en référence aux Portugais premiers colons venus explorer cette île avant les colons français. Avant mon départ, j'avais fait l'acquisition de cette même carte. Belle coïncidence. Ces lumières m'évoquent quelque chose dans mon être intérieur. Le vécu de nos ancêtres est gravé en nous. Certaines blessures remontent depuis des générations. Avec le temps, nous pouvons comprendre ce que nous sommes. Je ressens un sentiment de tristesse devant ce fossé qu'il y a entre ce vécu d'avant et ce joli jardin de la demeure que je vois aujourd'hui. Ces bâtiments insalubres où des hommes vivaient entassés comme du bétail et son hôpital. Une église avait été construite dans le seul but de permettre aux esclaves de se retrouver pour leur survie,
De l'autre côté, proche, la nature avec ses flamboyants et ses jolies fleurs qui s'épanouissent étrangères au temps et à l'histoire des hommes. Je me dis simplement que cela ne peut pas être possible. Je comprends aujourd'hui d'où viennent en partie ma sensibilité et ma volonté de grandir en essayant d'atteindre la sagesse. Tous les soirs, j'ai ma petite famille au téléphone. Ce soir, c'est webcam avec Skype. Heureux de les voir. Cela me donne beaucoup de bonheur dans ce périple, dans cette avancée personnelle. Melinda a une grande force pour me suivre, m'épauler dans cette quête dont nous ne connaissons pas l'issue. Elle est là, à l'écoute. En direct, ma fille, pleine de vie, me véhicule sa joie. Merci, je vous aime. Leurs tendres mots me ressourcent dans cette aventure qui n'est pas seulement la mienne, mais aussi la leur, une aventure familiale. C'est le jour des rencontres avec sœur Gisèle, Sylviane et Ginette, ces trois mères pré-adoption. Sur la route, je me mets à appréhender ce moment. Tout est silencieux. Mon cousin m'amène accompagné de ma tante. Après quelques minutes de petits virages, nous arrivons dans les Hauts, près de chez sœur Gisèle. Elle m'accueille bras ouverts. À l'extérieur, mon œil est attiré par la Vierge qui garde sa maison. Cette belle statue me met en confiance. Elles me racontent leur vie soudée depuis leur plus jeune enfance, avec un désir commun et exaucé de rester ensemble pour aider les enfants perdus et troublés psychologiquement. Je vois leur foi émaner de leurs pensées. Ensemble, nous parlons de mon parcours. Maintenant père en questionnement, je leur montre des photos d'enfance et le livret qu'elles nous avaient laissé à mon adoption. Je leur dévoile ma sensibilité profonde, cette fragilité soudainement réveillée. Soudainement, je ne peux plus me contenir. Mes émotions me submergent. J'éclate en sanglots. Je suis à nu, retranché. Ma mémoire enfouie ressurgit. Vient alors un sentiment de culpabilité et de trahison vis-à-vis de mes parents adoptifs. Ces dames me rassurent, me prennent dans leurs bras, me consolent comme un petit enfant et me donnent la marche à suivre auprès de la 10. Toujours en relation avec une ancienne collègue, elles vont appuyer ma demande d'ouverture de dossier que je pourrais peut-être consulter sans avoir à faire toutes les démarches administratives complexes qui peuvent prendre plus d'un an, sans certitude qu'il y ait quelque chose à apprendre. Surprenante et inattendue avancée. Dire que 3 mois auparavant, il n'était pas question de réunion. Elles m'avaient préparé une belle table ainsi qu'un magnifique repas fait de leurs mains par amour. Inoubliable pour me faire découvrir la cuisine typique réunionnaise, curry canard, pois, rhum arrangé, mangue glacée. Après ce bon repas, je les aide à faire les piments. Par tradition ici, nous faisons les choses entre amis et en famille comme l'équeutage du piment, moment convivial, moment de détente pour se retrouver. Avant de les quitter, sœur Gisèle me montre sa petite pièce de prière bénie par l'évêque et me donne un beau cadeau, une vieille croix en or de 100 ans. Avec le sourire et non sans larmes de bonheur, je la remercie. Elle attendait depuis des années la personne qui allait la porter. Elle me dit « Loïc, ouvre grand tes yeux sur ce voyage. » Ces appels d'amour m'ont été droit au cœur dans cette épreuve que sont ces retrouvailles. Une journée mémorable pour moi et forte en émotions. J'ai senti dans cette rencontre les énergies positives que sont la compassion, la gratitude et l'amour. Aujourd'hui, je remarque ma capacité à être vulnérable et à être content que l'on me vienne en aide d'apprécier le soutien qui m'est donné. La gratitude est certainement un mode de pensée à adopter. Nous avons besoin des autres autant que les autres ont besoin de nous. Elle part d'une prise de conscience, d'un cadeau moral ou physique, et engendre une reconnaissance externe soit d'une personne ou de la vie elle-même. Nous trouvons dans la gratitude de l'humanité, dans le fait de tendre la main à l'autre, un retour de ce qui a été offert. Ce cause à effet développe véritablement des pensées positives, cercle vertueux qui rendent heureux et qui nous fait aimer l'autre et la vie. Un phénomène, un exercice qui se travaille, qui peut prendre une grande ampleur bienfaisante s'il est conscient et qui nous aide à nous épanouir dans un monde que nous rendons chaleureux dans nos rapports avec les autres. La gratitude, je pense, peut guérir notre monde actuel matérialiste et d'hyperconsommation. Je souhaitais revoir sœur Gisèle, cette grande dame charismatique, avant mon retour en métropole, mais le temps m'a manqué. Je retournerai la visiter lors de mon voyage avec ma famille. Les jours suivants, nous découvrons encore beaucoup de trésors. Nous visitons les 3/4 de l'île. À l'est, l'anse des cascades, rempli d'énergie qui renferme plusieurs chutes d'eau, endroit vraiment apaisant. Le bruit de l'eau est un excellent anti-stress et ce lieu m'a procuré un bien réel. La diversité de ces paysages me donne un sentiment de sérénité et de douceur.
C'est incroyable, toutes ces forces naturelles. Je les absorbe avec mes sens, je respire cet air pur, je me ressource. Je me suis remis à Dieu dans l'église de Sainte-Anne. En passant l'entrée, je suis émerveillé par de belles fresques hautes en couleurs, des statues qui semblent prendre vie. Quelle magnifique église! Je vois dans ce décor une similitude avec mes aspirations artistiques, mon style personnel qui affectionne les couleurs vives. Le stress émotionnel grandit dans cet état d'attente, cette épreuve. Je respire de nouveau l'air pur en regardant le ciel bleu à la sortie de cette belle église. Nous continuons nos visites avec l'église Sainte-Rose, merveilleuse de par son histoire, une bâtisse épargnée par la lave du volcan lors d'une éruption alors que des gens s'y étaient réfugiés. Doit-on y voir un miracle? La plus belle des croyances est de croire en soi et de croire en l'autre, de faire confiance. Elle est plus grande encore que la notion de croyance religieuse ou celle de prophètes qui sont, chacune à leur manière, exemplaires du vivant. Mais nous devons croire en nous, à cette petite étincelle qui brille à l'intérieur de nous. Les vacances passent avec une telle rapidité que l'on est déjà proche du retour, plus que 4 jours avant notre départ. Avec le recul, je suis heureux d'avoir été bousculé. Tant de découvertes à chaque jour qui passe où toutes les minutes comptent. La rencontre avec toute la famille de mon cousin, les premières rencontres familiales de Bernadette avec la belle famille de Fitou, la découverte de l'art culinaire, des traditions, du mode de vie dans plusieurs foyers ont été enrichissantes et m'ont aussi permis d'occuper mon esprit, de m'évader dans le faire durant l'attente de nouvelles. Le soir, c'est le silence et mes pensées reviennent. Je regarde ce ciel étoilé, ces amas d'étoiles ainsi que leur position. Cette magie des couleurs de bleu sur un fond noir infini. Ce mystérieux si profond provoque en moi une contemplation et m'amène à la réflexion et à la communion de pensée, une recherche de sens. Ce matin, sœur Gisèle m'a contacté pour m'annoncer une bonne nouvelle, celle de pouvoir consulter mon dossier. Elle m'avertit, comme mes parents l'ont fait avant mon départ, qu'il pourrait être vide. Je prends donc rendez-vous à Saint-Denis de la Réunion pour le lendemain en début d'après-midi. Le flou est total quant à de possibles révélations. Je ne sais pas à quoi m'attendre, mais cela va me faire certainement avancer. Une journée découverte de la nature est prévue avec Jérémy et Bernadette. Beau ciel ensoleillé. Je me suis trempé les pieds dans les cascades d'eau nommées le Langevin. Ce sont des eaux froides qui descendent des hauteurs, mais aussi découverte de la Grande Anse et du Coq Méchant où nous avons pique-niqué au bord de l'océan. Et pour finir, un paysage unique, la coulée du Grand Brûlé. Virage après virage, nous arpentons la route des laves, site de pèlerinage de la Vierge au parasol, partie basse des coulées de lave des différentes éruptions. Nous apercevons encore des vapeurs s'élever des coulées les plus récentes et la nature qui reprend place sur les plus anciennes. Ces fougères qui colonisent des endroits visuellement pour nous morts. Cette roche volcanique refroidie appelée basalte possède des propriétés thérapeutiques. Cette pierre a les capacités de rétention et de répartition de la chaleur. Dite pierre chaude, elle dénoue les tensions et a pour effet de décontracter les muscles. Sur le chemin du retour, nous décidons de nous arrêter chez un producteur de vanille artisanale. Sur un des étalages posés près d'une médaille de la Vierge, je vois un petit livret ouvert. Je m'approche et lis le mot du jour. Nous sommes plus productifs par amour et la production est meilleure si nous ne pensons pas au profit. Mélinda et ma fille commencent à me manquer. J'avance dans mon cœur, j'avance dans la réconciliation avec mon âme. Retrouvailles. Je commence la préparation de mes valises à ce que je vais pouvoir ramener en souvenir de ce voyage. Demain le grand jour. Ouverture de mon dossier. Mes nuits sont mouvementées. J'ai du mal à trouver le sommeil avec cette chaleur humide. Nous prenons la route direction Saint-Denis de la Réunion. Nous trouvons facilement le lieu administratif où j'ai rendez-vous. En face d'une église, je vois le numéro de l'adresse correspondante. Je sonne. Je savoure cette minute d'attente devant ce portillon que l'on vient m'ouvrir. On m'attendait. Je rencontre plusieurs dames à l'accueil et enfin celle qui tient sous clé tous les dossiers. Elle me fait entrer dans son bureau décoré de dessins d'enfants. Elle me questionne sur les motivations de ma démarche. Je lui explique mes motivations, mon besoin. Elle sort alors du tiroir de son bureau mon dossier fermé et le pose sur la table, main posée dessus. Elle m'explique qu'il peut être vide et qu'il peut y avoir des informations non réjouissantes. Au bout de 2 minutes, qui me paraissent interminables, elle me l'ouvre enfin. Stupéfaction. Grande et bonne nouvelle, il n'est pas vide. Ma mère biologique est vivante.
Elle a laissé en 2009 une lettre disant qu'elle avait eu un enfant en juillet 1986 à Saint-Denis de la Réunion et qu'elle souhaitait lever le secret. Cette lettre a été tout de suite identifiée à mon dossier car il y avait eu peu de naissances. La 10 a tout de suite fait le lien. Ma mère biologique avait laissé la copie de sa carte d'identité et j'ai pu récupérer ses coordonnées ainsi que son numéro de téléphone. Marie-Michel Balafré, tel est son nom. Un nom qui ne m'est pas indifférent, comme s'il ne m'était pas inconnu. Quel cadeau du ciel que de pouvoir recueillir toutes ces données, de pouvoir mettre un visage sur une image, sur une pensée. Que peut-on espérer de plus complet? Dire qu'elle vit à 10 minutes de chez mon cousin, le monde est si petit. La dame me met en garde qu'en 2009, ma mère biologique avait le désir de faire des retrouvailles, mais que l'on peut envisager que ce ne soit peut-être plus d'actualité. Je sors du bureau en la remerciant. Je reprends une bouffée d'air et fixe cette image de l'église sur cet embranchement de rue. Je me sens perdu devant ces informations capitales. En même temps, je suis dans un sens rassuré d'avoir l'accès à des réponses et d'avoir l'opportunité de savoir et de connaître. La peur et son cortège d'émotions reviennent intensément car le périple continue. Chez Jérémie, bouleversé, c'est le retour des larmes. Bernadette me console et me rassure. Le départ est déjà dans 2 jours. Je me dis que c'est maintenant ou jamais. Je ne voulais pas avoir à vivre le regret de n'avoir pas osé faire le pas aujourd'hui même. Je décide avec courage de reprendre le taureau par les cornes avec le sourire. Je m'efforce d'être serein. Après de grandes bouffées d'air, je prends le téléphone et je compose les numéros attentivement, puis je valide. Enfin, ça sonne, ça sonne. Mon cœur se met en ébullition. Ces secondes me paraissent une éternité. Ça décroche. Oui, allô? Je me présente. Je suis Loïc Adrien Guérin. Je souhaitais parler à Marie-Michel. Oui, c'est moi-même. Moi. J'ai été adopté en 1986. Je suis votre fils biologique. À ce moment, je ressens son sourire transpercer le téléphone. Elle est émue. Nous sommes émus. Elle n'arrive pas à y croire. Ah, c'est pas vrai, dit-elle. Je lui réponds, si, c'est bien vrai. Elle n'y croyait pas. Je lui fais part de mon voyage et qu'il me reste que demain, vendredi matin, pour se voir. Elle me dit, oui, rendez-vous demain, fin de matinée pour se rencontrer, se disant que de toutes les façons, elle s'arrangerait pour être là. La conversation a été naturelle, mais par gêne, elle fut brève. Un premier échange teinté de joie, serein et doux, vécu comme l'accomplissement d'un désir commun de retrouvailles. Depuis mon appel, je songe, je me questionne, tout est remué en moi. Que vais-je découvrir demain? Quelle est son histoire? Qui suis-je? Pourquoi l'abandon? Comment va-t-elle m'accueillir? Peur de déplaire, peur de l'inconnu, peur du jugement, peur des découvertes, peur aussi de l'avenir. Toutes ces sensations différentes, tout s'entremêle. Mon esprit tente de trouver des réponses imaginaires, je me perds en peut-être que. Tant de questionnements me laissent perplexe et désemparé. En soirée, je regarde la photocopie de sa carte d'identité. Je m'attarde sur son visage, je vois mon origine sur cette photo, cette identité cachée, restée secrète jusqu'à aujourd'hui. Je suis invité à vaincre, à faire face à mes peurs, visiter mes obscures profondeurs et vivre la vérité. Voilà cette belle peur que de vivre la vérité. Cet inconnu, surtout dans le mensonge que la société nous a appris à adorer. Je ressens encore ce frisson me prendre en entier, ce nœud entre les entrailles qui n'arrive pas à se libérer. Ce soir, avant d'aller me coucher, je regarde le ciel étoilé et je dis un simple merci, un murmure d'une larme. Cette nuit, comme d'autres auparavant, je ne trouve pas le sommeil, mon esprit est occupé. Par fatigue, mes yeux finissent par se fermer et je m'assoupis. Un répit. Je me réveille en sursaut, en sueur. Un mauvais rêve? Après quelques instants, je retrouve enfin le sommeil. Calmé. Un sommeil léger, comme apprivoisé pour me protéger. Il me faut du repos. Fatigué par cette nuit tourmentée, les yeux à peine ouverts, je me dis que c'est le grand jour. Ce jour de rencontre tant espéré au plus profond de moi. Nous nous levons tôt pour faire le marché de Saint-Pierre afin de ramener quelques souvenirs d'ici pour la famille. J'ai rendez-vous avec ma mère procréatrice à 11 heures ce matin. J'appréhende et j'essaie d'imaginer tant bien que mal nos retrouvailles. J'ai l'impression que ce moment au marché est interminable. Je reste silencieux à subir encore l'attente qui m'oppresse. Je m'évade.
Enfin j'essaie, en faisant mon marché pour préparer le retour en France. Tout au long de mon voyage, Bernadette me soutient, me prend dans ses bras. Par ce geste encore ce matin, elle me souhaite du courage. Alors, avec courage, je pars pour cette rencontre tant espérée, peu banale, unique. Le rendez-vous est à côté de chez Jérémy. J'arrive à ce carrefour doté de quelques commerces. Il y a les gens qui circulent à pied, à vélo et les voitures sont arrêtées au feu rouge. Je regarde. Mes yeux sont attentifs à tout ce qui se passe. En alerte. Mais personne sur ce côté de la rue. Une panique. Une seconde de peur m'envahit. Et si elle ne venait pas, ou si je l'avais manqué? Je décide de l'appeler avec mon portable. Elle me répond. Tout en écoutant sa voix, je continue mon chemin et je contourne la supérette. Elle est là. Ils sont là, à attendre dans une voiture. Plusieurs personnes en sortent. Je vois cette femme, la découvre après 28 ans. Une belle et jeune femme, celle qui m'a mis au monde. On se trouve, enfin, pour penser notre blessure commune, celle de la séparation. Ce traumatisme, je le pense, devait être pour elle une grande déchirure. Je me souviendrai toujours de cette image, son premier regard en me voyant, ses yeux brillants, scintillants de bonheur et son sourire radieux. Il se dégageait de cet instant une force, une sérénité partagée. Elle me présente les autres personnes qui l'accompagnent, une tati, une sœurette et un frérot. Nous vivons tous un moment de bonheur. Avec surprise, elle m'offre des souvenirs d'ici, emballés de papier cadeau pour la famille. Nous décidons de nous poser sur la petite terrasse d'une boulangerie pour parler. D'emblée, elle me raconte l'histoire de l'abandon qu'elle a été contrainte de faire par sagesse et par amour. Enceinte par accident, croyante, elle ne désirait pas avorter pour ne pas être en faute. Du haut de ses 16 ans, avec les conseils des assistantes sociales et de la famille, elle a fait le choix, ce choix mature et judicieux, de l'abandon. Un abandon réfléchi. Elle voulait m'offrir un avenir meilleur que ce qu'elle avait à m'offrir. Elle me raconte en détail ces événements à la fois tristes et heureux. Avec quelques larmes dissimulées, elle me demande pardon. Ce pardon qui la ronge, un sentiment de culpabilité dur à dépasser. Elle me parle de sa vie. Elle a aimé un seul homme avec qui elle a eu d'autres enfants. Je suis donc l'aîné. Ses autres enfants lui ont permis de se réaliser en tant que mère. Ce fort attachement filial lui a permis de continuer dans ce bonheur qu'est la vie. Elle a gardé l'espoir de me revoir un jour. Elle a espéré, prié, pensé, a jeté une bouteille à la mer, rêvé de notre rencontre. 15 jours avant mon arrivée, elle a fait le tour des églises de l'île, toujours dans l'espoir de nos retrouvailles. Elle a attendu et a été entendue. Son vœu s'est réalisé, sa prière exaucée. Je la surnomme aujourd'hui Mimi. Nous avons su, l'un et l'autre, accueillir notre destin, nous rendre à l'évidence que la guérison se fait à qui sait attendre, que le temps est compté, qu'il faut aimer la vie et accueillir toutes ces énergies positives pour qu'elle porte ses fruits. Je ne réalise pas mon histoire, tout ce chamboulement en si peu de temps. En seulement 15 jours, mais ô combien grand, je retrouve mes racines. Le voyage touche désormais à sa fin. La pression n'est plus. Une fin légère, des souvenirs remplis d'émotions et de sourires, tant de visages et de rencontres, des rencontres exceptionnelles où le bouleversement de mon histoire d'avant et celle d'aujourd'hui, cette mixité des deux, mène à l'acceptation de l'autre, à l'ouverture, faisant renaître cette manière belle de vivre, l'échange. Une vie de gratitude. Ce sens retrouvé de vivre ensemble en amour. Ce sens de la vie qui me correspond, qui me constitue. Après un au revoir heureux, nous rentrons en métropole avec le plaisir de revoir ma famille. Le retour se passe bien. Bernadette s'endort au bout de quelques heures et je me mets à dessiner la nature de la Réunion. Retour. Arrivé à l'aéroport, on attend quelques minutes mon père et Patrice qui ont des difficultés à trouver une place de parking. Il fait grand froid comparé à l'île. Un véritable choc thermique. Nous passons de 28 à 5 degrés. Nous gagnons la pluie et pas de veste chaude. Nous rentrons tranquillement en voiture et nous commençons à parler de notre voyage. Voyage de retour où j'étais silencieux, dans mes pensées et mes dessins, apaisé par cette première étape à la réunion effectuée avec tant de bonheur. Nous arrivons dans la maison de mes parents. Ma mère et mon père avaient pris soin de nous préparer un bon repas chaud, conscients que nous avions subi une chute de température plus que rafraîchissante. Nous mangeons avec Bernadette et Patrice. Je raconte mon histoire brièvement, sans trop m'attarder. Hâte de leur remettre les cadeaux que j'ai pris soin de ramener de l'expédition. De la vanille, des objets de cuisine typiques, de l'encens. Je donne le margouillat, peluche, cadeau de Jérémy et Julie à Fanicia. Elle est trop contente. Après ce moment heureux passé en famille, nous rentrons, moi, ma compagne et notre fille à la maison.
À notre arrivée, nous ouvrons le sac et rangeons tout ce que j'ai ramené, plantes, boutures, vêtements, boucanets, viande, fruits. Nous sommes heureux de nous retrouver ensemble dans la joie. Tout le monde autour de nous est ébloui par cette histoire surprenante, ce destin, ce cadeau de la vie qui m'arrive. Une histoire formidable, une famille qui s'agrandit. Je ressens un ouragan de vibrations positives de tout mon entourage, autant celui du Caillou que de France. En effet, la relation post-retrouvailles est très fusionnelle, car l'amour émane de cette histoire. Contradictoirement, la blessure se réveille. Je demande à Paël, le cousin de Mimi, ma mère réunionnaise, mes origines ancestrales. Il m'apporte des informations remontant jusqu'aux environs de 1850 sur une femme affranchie du nom de Balafré de Saint-Pierre. J'apprends sur mon histoire et donc sur moi-même. Les jours passent, une certaine routine revient avec ses habitudes. Personnellement, je suis au point mort. Je sentis au fond de moi-même que quelque chose se préparait. En latence, je découvrais ce qu'allait être ma deuxième étape, celle où je me demande quel est mon devenir. Toutes ces émotions, ce changement, ce bouleversement dans ma vie, comment j'allais bien pouvoir y faire face. Beaucoup de gens peuvent s'imaginer qu'il s'agit là d'un conte de fées, que c'est retrouvailles, mais bien que ce fût un moment espéré et heureux, que de complexité dans tout cela. J'appellerais cela la redescente émotive. Comment feriez-vous pour gérer deux mères, deux familles tombées du ciel ? Aujourd'hui, je sais qu'il ne s'agit pas de gestion, quel vilain mot, mais simplement d'acceptation qui peut seulement venir de moi à accepter cette nouvelle situation. Le moral n'allait pas bien fort. Des hauts, des bas et encore des bas. Le temps avançait et je gagnais en culpabilité vis-à-vis de mes parents adoptifs. Je ressentais un sentiment de trahison. La réflexion est à son plus haut, envahissante. Tant d'informations récoltées et maintenant une grande famille à la Réunion qui m'accueille, heureuse pour nous, pour elle, disponible, prêt à l'écoute si j'en ressentais le besoin. C'est la retombée. La tristesse est là, bien présente. Mon épine a certes été retirée, mais une plaie vive est désormais ouverte. J'allais devoir vivre avec. J'ai compris ce que je devais franchir. Une étape infinissable. Ces bas, ces moments de mauvaise humeur qui faisaient se multiplier les disputes conjugales. Ces moments de tristesse profonde qui vous amènent dans un gouffre où l'alcool devient votre pote. C'est l'impasse destructrice, pour moi et mon entourage familial. Le chemin passe par là, par l'ébullition des émotions, cette descente périlleuse, cette expérience triste et douloureuse qui mélange notions de haine, d'injustice, d'incompréhension, d'isolement, de mal-être et de culpabilité. Je retombe chaque jour qui passe dans une solitude malsaine. J'en veux à la terre entière. Je me demande pourquoi moi. Pourquoi est-ce si dur? Pourquoi tant de contradictions? Je ne me reconnais plus. Je suis véritablement perdu. Je deviens un homme irritable, haineux, hypersensible, négatif. Je commence à entretenir cela. Ma compagne ne peut plus soutenir ce poids devenu trop lourd. Je lui fais subir mes souffrances morales par des mots, par une négativité qui apporte une ambiance pesante dans notre vie de famille. Elle ne veut plus endurer ça. Elle tire les sonnettes d'alarme, mais malgré tout, elle reste auprès de moi, elle a foi en notre vie de famille. Aujourd'hui, elle m'a appris que la femme a réellement un rôle de guide, de gardienne, qui préserve par amour son cocon familial. Depuis 5 mois, je découvre mes profondeurs, ces peurs qui me hantent. J'ai commencé alors à penser, à méditer, à apprendre, à chercher, à vouloir me guérir de ces sentiments accumulés devenus embarrassants. Durant cette plongée dans ce long tunnel, j'ai craqué moralement à plusieurs reprises. Mes parents m'ont réconforté, ma mère m'a consolé. L'histoire de cet enchaînement d'événements chamboulant durablement mon existence se sera déroulée en 1 mois. Un temps record auquel je n'étais que peu préparé. Melinda est à mes côtés et me soutient. Je reste réservé à son encontre par peur, par humilité. Je n'ai pas une réelle envie de partager tout ce qui m'arrive avec autrui. L'émotion est trop forte. Ma sensibilité accrue et le déséquilibre émotif évident. Ce tunnel, je n'en vois pas le bout. À quand mon prochain éveil? J'assimile le tiraillement entre deux familles comme un chaos de mon être qui refuse l'absence de sens de cette situation dans laquelle je ne sais plus très bien quelle est ma place. Dire non au chaos, au sens moral et ainsi à la destruction et trouver les moyens d'y parvenir est aujourd'hui mon défi. Ce chaos insensé s'intériorise, silencieux, me ronge et n'est finalement rien. Cela vous mène à l'angoisse, dans un combat sans fin entre ce qui fait sens et l'absurde. Cet état me ramène à la première ligne de la Bible. Au commencement,
La terre était informe et vide. Ce chaos, ce rien, deviendra création et vie. Je décide d'avoir un lieu, un atelier de création, un endroit à moi pour me retrouver, pour évacuer mes émotions, mes tourments. Le lendemain d'une mauvaise nuit où j'ai fait le rêve d'être visité par ma peur profonde, je fis un croquis de cette longue vision de cauchemar, retranscrit par l'image ce qui me hante. Je continue à méditer. J'essaie de guérir seul et créer en me mettant à la peinture, le modelage, l'encre de Chine, etc. Cela me semble un bon moyen d'y parvenir. Des créations symboliques de nature vivante, riches en couleurs et en grand espace. J'affectionne le bleu, j'adore jouer avec cette couleur. Mon âme d'artiste s'est éveillée, je me donne le droit de rêver, de créer et donc d'avancer. Je m'intéresse aussi aux antiquités liées à l'art, les artistes d'antan ont tant de secrets. L'éveil se fait de jour en jour grâce à l'amour pour l'art. J'enchaîne des créations diverses. Cette occupation me fait du bien. Quand je médite, je découvre en moi des ressources insoupçonnées liées à l'amour que j'ai de la vie et que je décide de conserver plus que tout aujourd'hui. Citation. Inévitablement, l'art, la création viennent de l'amour, car l'amour est création. J'ai pris conscience de mon changement, de cette renaissance. Je ne pose plus du tout le même regard sur la vie. J'ai su regarder plus loin grâce à cette renaissance. La patience, le temps guérissent ces émotions. Mon être est changé, mon mode de vie aussi. Je suis aujourd'hui dans une voie, une route vers la lumière. On écrit ce que l'on recherche, ce que l'on a besoin de comprendre. J'ai compris d'autres sens de l'amour aujourd'hui, ce mot que l'on redécouvre qui nous réserve tant de surprises. Pris au sens large, ce mot est la définition de la vie, le commencement, le noyau de tous les sujets. Au commencement, Dieu. Dieu est amour, la source est l'amour infini. Sans un amour fou, nous ne pourrions survivre. Dans notre histoire, j'ai évoqué différentes causes et effets de l'amour, amour familial, conjugal, paternel. Cette après-réunion, long et pénible, à prendre du recul, m'a permis de comprendre le déséquilibre du souhait, des attentes de chacun, du reconditionnement de l'attachement non vécu qui est inévitablement impossible car j'ai déjà 28 ans. J'ai apprivoisé la notion de l'amour qui pour moi a maintenant un large sens. Ce nouvel amour à appréhender est souvent mal compris ou mal vécu, d'où les histoires de rejet dans telle ou telle famille liées à la séparation. Des familles restées prisonnières du passé et qui ne se recréent pas au présent. Nous vivons le présent, à chaque instant. L'amour dans mon histoire est un nouvel amour à côtoyer, un amour unique, pas banal, qui voit le jour en 2015. Un amour oublié, qui revit mais dans des chemins séparés, heureux. Nous trouvons un amour réparateur qui a trouvé sa place au milieu de ma vie, dans notre vie de famille, qui ne remplace rien et ne change rien. Simplement un amour différent qui se définit par la reconstruction de l'être, par l'acceptation et le pardon. Je me présente, Loïc Adrien, coach, thérapeute, énergéticien, pour votre bien-être, vous aider dans votre chemin de découverte et d'évolution personnelle, professionnelle et spirituelle, de vous connaître pleinement. Jardinier de l'âme, j'accompagne sur le plan sentimental intime les célibataires, les couples, les familles pour dénouer les blocages et faire renaître un équilibre sain et harmonieux dans votre quotidien. L'écoute avec bienveillance naturelle, une méthode de travail personnel construite avec mes innombrables expériences humaines, les formations ainsi qu'un grand cheminement personnel. Quelques citations personnelles. L'histoire est la mémoire et le recommencement. Elle nous enseigne, sa connaissance nous mène au mouvement d'une migration, à l'évolution, au changement, à une meilleure conduite. L'incarnation et l'expérience, le challenge de briser par l'amour le miroir qui paralyse l'existence, un balancement, un va-et-vient entre la peur de la vie et la peur de la mort. L'amour est la danse de la liberté et de la joie, où la soumission n'a aucune place, où le contrôle est absent. L'amour est la réunion d'êtres lumineux, une danse dans l'harmonie et la paix, d'un placement en fusion, une réaction unifiant les dualités, où les menaces s'éteignent par l'eau de vie. La bienveillance universelle, mutuelle, personnelle est une arme de la sagesse qui permet à la petite étincelle de briller pour éclairer les zones d'ombre de l'existence. Pour un accompagnement, pour aller vers l'amour de soi-même, vous pouvez me trouver sur le réseau Facebook Loïc Adrien Guérin, vers ta lumière. Belle continuation à tous.